Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapprochée des critiques, fêtons les 30 ans d'un film français cultissime, sorti en 1994 et que je découvre sur le tard. Et oui, La Reine Margot, adaptation d'un roman d'Alexandre Dumas, que je n'ai pas lu, et projection cinématographique sortie de l'esprit d'un Patrice Chéreau qui avait déjà fait du cinéma avant, mais qui était aussi connu pour être le grand Manitou du théâtre des Amandiers et qui juste avant avait bossé en tant que metteur en scène pour l'opéra. Aussi, ça se sent ici dans une œuvre assez épique de plus de 2h30 dans laquelle nous retrouvons dans le rôle titre de Marguerite de Valois, alias la Reine Margot, Isabelle Adjani, et c'est autour d'elle que le projet s'est construit. À ses côtés, Daniel Auteuil qui joue son mari forcé, qui sera le futur Henri IV, Henri de Navarre. Citons la présence de Jean-Hugues Anglade qui joue le roi du moment de l'intrigue, au XVIe siècle, Charles IX. Vincent Pérez est là aussi l'amant, si on veut, de la Reine Margot. Et Virna Lisi qui joue la terrible Catherine de Médicis. Et autour, là, nous avons quelques acteurs, actrices fétiches de Patrice Lecomte, notamment Dominique Blanc ou Pascal Grégory, et quelques jeunes loups là qu'on verra plus tard dans d'autres prestations. Oui, par exemple, nous avons, alors très vite fait, Valeria Bruni Tedeschi, qui a fait quand même ses gammes au Théâtre des Amandiers. Et donc tous ces gens réunis dans un moment assez fresquesque, j'allais dire. Oui, c'est une fresque historique, mais bien sûr très libre. Je ne suis pas historien, je ne connais pas forcément beaucoup cette période de l'histoire française, donc niveau véracité ou autre, je vous laisse la parole en commentaire si besoin, mais je crois qu'il a pris quelques libertés, Patrice Chéreau, que ce soit sur le bouquin ou sur donc, ce qui a pu se passer en 1572. Oui, c'est le moment charnière. Voilà. En août de cette année-là, mariage forcé de la Reine Margot, catholique, fille de Catherine de Médicis, avec un protestant Henri de Navarre, parce que la mère, qui a été reine régente, etc., veut calmer le jeu entre protestants et catholiques, qui sont dans diverses guerres de religion en France, là. Donc forcément, voilà, c'est plus pour arrondir les angles qu'autre chose, sauf que la Reine Margot, elle n'a pas envie, elle est vraiment, mais on lui met la tête dedans, de façon d'ailleurs très directe, visage blafard, elle n'est pas très enjouée ni amoureuse du tout d'un futur Henri IV, qui n'est pas du tout sûr de lui non plus, c'est pas le grand monarque qui deviendra après. Enfin, du moins, c'est pas présenté ainsi. Et alors, quelques jours, quelques semaines à peine après, il y a le fameux massacre de la Saint-Barthélemy, où des protestants vont prendre très cher, et c'est montré de façon très violente ici. Donc, voilà. Autour de ces deux événements très liés, mais pas forcément si liés que ça, sur le papier, derrière, on va voir la progression, l'évolution de tous ces personnages dans la cour du roi, les frères de la Reine Margot qui sont très ambitieux, notamment celui qui deviendra roi après Charles IX, Henri III, tiens, parce qu'après ça sera Henri IV, mais c'est pas la même famille en fait, enfin si, mais non, pas directement. Et évidemment, ça va être tragédie en tragédie, amour, trahison peut-être, violence politique, machination ou autre moment assez dur visuellement. Alors oui, voir ce film 30 ans après, c'est intéressant. C'est à l'époque quelque chose que je n'avais pas eu envie de faire, découvrir cela, que ce soit au cinéma ou même à la télé. Pas le genre de cinéma qui m'attirait quand j'étais ado, du tout. Que ce soit historique ou film un peu cap et épée, mais bon là on n'est pas dans le cap et épée, mais vous voyez cette vibe-là d'ailleurs, Patrice Chéreau, il voulait faire une adaptation des Trois Mousquetaires, mais ça n'a pas pu être possible, il s'est rabattu sur, ici, cette histoire. Et alors, là, on se retrouve quand même dans un film qui est particulier, parce que schizophrène sur certains points, certainement, œuvre de cinéma à part entière, bien sûr, mais qui est très théâtral et opératique. Et ça, c'est pas pour rien que j'ai fait cette introduction en disant d'où venait un peu Patrice Chéreau à l'époque, parce qu'on est en plein dedans. C'est autant une adaptation, d'ailleurs, du roman de Dumas que du Massacre à Paris de Marlowe. Le théâtre élisabétain, pardon. C'est le matin, à un moment, je fais cette vidéo, ça se voit peut-être, mais peu importe. Oui, c'est vraiment dans ce côté tragico-dur que Chéreau a voulu inscrire la narration et la diégèse d'un film qui va très loin, qui est assez over the top sur certains points. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Des moments assez crus,
Notamment, bien sûr, dans cette nuit de la Saint-Barthélemy, là, où il y a quand même des coups qui portent, comme on dit, du sang qui gicle, des têtes qui partent un peu ailleurs, et des gorges bien tranchées. Et évidemment, comme on s'inscrit dans quelque chose de, on va dire, presque surenchère, on est dans l'interprétation qui va avec. Et finalement, voilà, dans le côté théâtral des choses, parfois ça passe, parfois ça casse. Ça, c'est mon point de vue, hein. Ça dépend en fait de la pulsation et de l'énergie mise par les interprètes selon leurs personnages, selon les scènes. Je ne vais pas tirer à balles réelles sur une prestation en particulier où on va mettre en avant absolument un acteur, mais bon, évidemment, Isabelle Adjani, elle est absolument extraordinaire en Reine Margot. J'ai envie de dire même qu'elle sauve, entre guillemets, le film à mes yeux, c'est-à-dire que le film il est ultra passionnant par rapport à ce qu'elle vit, son évolution psychologique et même corporelle, parce qu'il y a un jeu sur la façon dont elle est filmée, son visage dès le début, et puis après comment elle agit, interagit, comment elle souffre, comment elle subit, comment elle porte le poids de de ce mariage forcé, etc. Et autour, Daniel Auteuil, c'est peut-être pas son meilleur rôle au final, mais ça reste du Daniel Auteuil quand même. Donc Vincent Perez, c'est un peu surfait par moments, mais il se donne à fond. C'est du Vincent Perez, comme il a fait d'autres films à cette époque-là aussi, où il était vraiment jusqu'au boutiste dans ce qu'il faisait. Et Jean-Hugues Anglade, par exemple, voilà, j'ai un peu de mal. Bon, c'est bien, parce qu'il y a quelques secondes, je disais que je ne vais pas citer forcément des noms et donner des exemples, mais bon, voilà. Par contre, oh là là, alors, Virna Lisi dans le rôle de Catherine de Médicis, la femme, c'est une vampire ici. C'est extraordinaire, c'est la prêtresse du mal, quoi. Bon, on sait que elle avait un côté peut-être maléfique, mais ça, c'est pas certain dans l'histoire. On va dire, pour les historiens, apparemment, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Son rôle, par exemple, pour la nuit de la Saint-Barthélemy, c'est peut-être pas si direct que cela. C'est pas genre, elle voulait tous les protestants tuer. Non. D'autant plus qu'elle venait de faire épouser sa fille avec le futur Henri IV qui était protestant, donc, et qui sera ensuite poussé au catholicisme à un moment. Bon, bref. Non, évidemment, ici, c'est pour le côté à fond les ballons qu'on l'a fait paraître comme une sorte de Nosferatu. J'ai pensé un peu au Nosferatu de Herzog par moment, même si c'est même dans certaines tonalités de photographie à certains instants, oui. Puis la façon dont elle est présentée. Mais ça, c'était un petit peu le visuel pictural qu'on avait d'elle. C'est elle est diabolique, oui, voilà. Le mot est lâché. En plus, un petit côté ésotérique. À un moment, elle veut connaître l'avenir, elle fait lire ceci à l'un des successeurs de Nostradamus, j'imagine, dans les viscères du cerveau d'un cadavre. Oui, il y a du body horror un peu dans le film par moment aussi. C'est très intéressant, même jusqu'à la fin, sans en dire plus, mais il y a quand même une tête qui est donc sur la finalité. C'est presque amusant, mais c'est pas drôle du tout. Et c'est là, quand tu vois ce genre de film, tu te dis que ça a quand même marqué son époque et inspiré indirectement d'autres œuvres par la suite. Vous voyez ça? C'est un petit peu notre Game of Thrones à nous. Alors en version cinéma, mais dans l'aspect c'est dur et il y a quand même des personnages qui y passent assez facilement, potentiellement, et que ça prend pas, on va dire, certains moments par le dos de la cuillère. Que ce soit, bon, sur l'érotisme encore, bof. Il y a des trucs qui sont plus suggérés que d'autres, mais là on est dans l'orgie incestueuse de ces grands du monde. Là on en revient à l'Empire romain, tout ça, tous les grands de ce monde, à un moment, finissaient par être un peu épris l'un de l'autre, et ça donnait des trucs bizarres, là notamment avec les frères de la Reine Margot, son amant, tout ça. Mais bon bref, là on est vraiment dans ce genre d'œuvre qui aurait mieux fonctionné en série. Quand tu vois cela, tu te dis des fois c'est bizarrement trop long par rapport à ce que ça peut proposer, mais pas assez développé sur d'autres. Une mini-série sur la Reine Margot aurait fonctionné. Je crois qu'il y a eu d'autres adaptations du roman. Alors au cinéma, mais peut-être aussi en série, je ne sais pas, j'ai pas vérifié exactement. Mais c'est vrai que là, par moment, tu as un peu l'impression d'être diffus dans le bazar. Pourtant, c'est censé être centré, et c'est centré sur la Reine Margot, mais après sur les à côté, à un moment, voilà. Il y a des choses qui sont quand même très très intéressantes et marquantes, au-delà donc de tout ce qui est autour de la Reine Margot. C'est la relation très intéressante entre un catholique et un protestant. Donc le personnage de Vincent Perez et un autre qui est interprété par Claudio Amendola, avec la voix française de Richard Boringer, sur le coup, où les deux vont se taper dessus, même limite se tuer. Mais après, dans la souffrance, ils vont aussi se réunir jusqu'à la fin. Là, il y a quelque chose de très intéressant aussi. Il y a des moments comme ça où c'est vraiment bien écrit sur les personnages, mais voilà, après, l'aspect politico,
religieux, etc. À un moment, tu te perds un petit peu, et comme c'est très surfait, le rythme fait que t'en prends plein la gueule, et à un moment, t'as du mal à respirer et vraiment à te poser sur certains moments. Sauf quand, justement, on a ces interactions, on va dire, très proches. Dominique Blanc aussi, j'aime bien la tête, là, voilà, l'aspect aussi très physique de son jeu, très facial. Et ça, c'est vraiment la grande force du cinéma de Patrice Lecomte ici, c'est qu'il capte ses personnages. Par moments, il y a voilà, les corps et les visages, et dans les cadres aussi parfois très resserrés. Ça marche plus dans les cadres resserrés que finalement, bon, dans les scènes oui, de violence, limite charnier de camp de concentration à un moment, hein, à la nuit à Saint-Barthélemy, c'est vraiment cette évocation-là. Mais il y a des moments voilà, plus intimistes qui sont très intéressants. Côté parfois un petit peu homo-érotique, évidemment. Hein. Patrice Lecomte, il mettait souvent cela en avant dans son cinéma par rapport à sa vie privée. Et c'est un film quand même qui reste intéressant à découvrir, peut-être un peu trop tard, à évoquer comme cela, à remettre en avant pour fêter ses 30 ans. Sans trop savoir où donner de la tête à l'image de cette vidéo, qui est très pêle-mêle, mais en tout cas, c'est de la sensation. Ici, alors après, sur les faits historiques, c'est pas forcément le genre de truc qui me passionne des masses, mais au moins, bah, tu vois un petit peu ce qui a pu se passer, et ça reste plutôt foisonnant quand même à voir sur le plan du 7e art aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Alors, je vais pas parler des costumes, évidemment, mais là, bon, c'est gros budget, ça, forcément, là, c'est extraordinaire. La musique aussi, qui est très intéressante. Un peu opératique, hein, ça colle bien avec l'idée. Et il y a des thèmes qui sont intéressants par rapport à certains moments aussi, ou certains personnages. Malgré tout, il y a un beau travail là-dessus, notamment dès le début. Hein. Bref, à vous la parole. N'hésitez pas à dire avec votre connaissance plus profonde que la mienne, votre ressenti sur ce film ou sur cette période de l'histoire. Je serai très heureux d'échanger avec vous, parce que là, je ne fais qu'ouvrir une porte sur un film, finalement, qui peut me résister, et c'est normal, après une découverte aussi tardive. Je vous dis à la prochaine, ciao.